Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Trésor d'Afrique, un retour sur les activités de la QA, Commission de l'Union africaine. Une commission née de l'initiative Mondiaculte UNESCO 2025. Le 1er octobre, la QA a siégé à Barcelone. Ibrahima Khan, expert juridique en restitution du patrimoine culturel, est avec nous pour une synthèse des activités et des actes qui en résultent. Bonjour Ibrahima Khan. Bonjour madame. Actuellement, on parle de justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. Le dialogue s'impose. Aujourd'hui, où en est-on? Les principes sont posés. L'Union africaine a déclaré cette année qui se termine année des restitutions, année des réparations. Des discussions ont eu lieu depuis quelque temps, surtout en ce qui concerne la question de la restitution des œuvres du patrimoine qui avaient été volées, spoliées. Je ne trouve pas encore de qualificatif décrire ce qui s'est passé par les anciennes puissances coloniales. Certaines puissances ont décidé de passer à l'acte, de retourner les biens volés. D'autres sont en train de discuter les modalités de la restitution. En revanche, il y a d'autres qui ne savent même pas encore tout ce qu'ils ont volé, donc qui sont à l'heure actuelle à l'étape de l'identification des biens volés pour préparer maintenant la restitution. Dans tous les cas, le principe de la restitution est acquis, mais les modalités de mise en œuvre maintenant sont assez compliquées parce que chacune des anciennes puissances coloniales a ses procédures et nous sommes à leur merci. Des efforts sont entrepris en Afrique pour accélérer ce processus, mais bon, de ce point de vue-là, il y a encore de la marge et on espère que les États africains feront quelque chose pour qu'on accélère le processus. Il y a certains pays africains, frères, qui ont demandé une part sur les recettes des musées. Est-ce qu'il y a eu un retour sur cette réflexion? La réflexion, elle se poursuit sous plusieurs angles. Il n'y a pas seulement que cette question du partage des recettes, parce que ils ont exposé ces biens qui ne leur appartenaient pas dans leur musée. Ils ont reçu beaucoup d'argent. Des œuvres sacrées, des œuvres qui portent le poids de l'histoire. Tout à fait, oui. Plus que sacré. Mais il y a encore même plus grave, parce que, vous savez, beaucoup de ces biens ont été volés dans des conditions de violence terribles. Oui. Terribles. Quand on parle des œuvres du patrimoine, c'est plus vaste que les œuvres d'art seulement. Si je vous prends un exemple, la Tanzanie, qui était une ancienne colonie allemande. Chaque fois qu'un chef local était vaincu, les autorités allemandes, prussiennes si vous voulez, exigeaient que la tête de la personne vaincue soit envoyée à Berlin. Il n'y a pas plus violent que cela. C'est une technique du colonisateur qui s'est appliquée partout, cette histoire de crâne et de tête. Exactement. Et donc, aujourd'hui, même quand on parle de restitution, il faut que cette violence soit réparée. Il faut que les Européens parlent aussi des conditions dans lesquelles ces œuvres ont été prises et transportées en Europe. Et ça, on ne peut pas encore quantifier cela. S'y ajoute aussi que parfois, pour prendre une œuvre d'art, on a complètement détruit des bâtiments. Si vous prenez le royaume d'Abomey, dont les biens ont été restitués, la maison du roi, tout cela a été totalement détruit. Il ne s'agit pas simplement de rendre, il s'agit aussi de remettre le bâtiment en l'état. Et cela requiert qu'il y ait une conversation approfondie entre le voleur et celui qui a été volé. Les rapports entre ces anciennes puissances coloniales et leurs colonies sont des rapports asymétriques. Oui. Les dirigeants ont tendance à dire oui, on accepte le bien, sans pour autant approfondir la discussion sur comment ce bien a été volé, qui a volé. Nos peuples ont aussi le droit de savoir ce qui s'est passé.
Et quand on sait ce qui s'est passé, on peut demander des comptes à celui qui a volé ou à celui qui a assassiné. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas encore discutées de manière approfondie. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Union africaine, dans ce processus, a adopté une position africaine commune sur la restitution. Et cette position africaine commune est très claire sur ce que les États doivent demander à la puissance coloniale. Parfois, il ne s'agit pas d'un seul pays, il pouvait s'agir aussi de 2 ou 3 pays. Ce que on doit demander à ce groupe d'États. Malheureusement, les discussions ne se font pas sous l'égide de l'Union africaine. C'est des discussions de pays à pays. Et ça, parfois, les États posent d'autres conditions. Les États exigent parfois que l'on ne traite pas de certaines conditions de manière approfondie. Et donc, la restitution se fait le plus rapidement possible sans qu'on prenne en charge tous ces éléments-là. L'UNESCO se fixe la date de 2063 pour le Grand Musée. D'ici là, moi, je vais pas assister à l'ouverture de ce musée, mais voyons. Donc, je partirai avec cette mémoire écrabouillée, complètement escamotée par ces crimes de guerre. Et la nouvelle génération, est-ce qu'elle aura conscience de son histoire? Est-ce que ce n'est pas joué sur le temps, en fait, 2063? Bon, votre question a plusieurs dimensions. C'est vrai que d'un point de vue symbolique, on a besoin d'avoir en Afrique un repère, une mémoire continentale sur tous ces problèmes-là. C'est vrai. Et l'idée d'avoir un musée, l'idée du grand musée d'Alger, tout ça, c'est vraiment symbolique pour la mémoire de tous ces faits-là. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et poser la question, mais c'est quoi un musée pour un Africain? Le concept de musée tel que nous le connaissons n'est pas un concept africain, c'est un concept typiquement européen. L'œuvre devrait être dans son contexte, elle vit dans son environnement. Exactement, parce que ces œuvres-là ont été prises dans des bâtiments royaux, dans des temples. Vous avez dit tout à l'heure que parfois même ça a une valeur religieuse. Alors, pour la plupart des Africains, quand on restitue, on doit retourner l'œuvre là où elle était. Et donc, l'endroit idéal pour le retour de ces œuvres, c'est pas un musée. Et si on veut vraiment que nous autres Africains, nous tirions de ces œuvres-là un meilleur parti, il faut permettre à tous les Africains de voir ce qui a été réalisé il y a des siècles par nos aïeux, leur conception du beau, la manière dont ces œuvres-là ont été conçues et autres. Et ça peut aider les jeunes d'aujourd'hui dans plusieurs domaines, dans l'architecture, dans la conception de beaucoup de choses. Ça peut leur donner des idées, ça peut leur permettre d'être encore plus créatifs. Mais ça ne peut pas être dans un musée. Ça doit être dans un endroit visible. Je pense qu'il faut laisser aux communautés aussi le soin de participer à la prise de décision concernant ces œuvres d'art-là. Donc vous voyez que votre question-là, elle est vraiment d'une importance capitale parce que si l'on veut que la génération nouvelle prenne conscience de l'importance du patrimoine matériel et immatériel que nous avons, il faut qu'on crée de nouvelles conditions pour que cette population-là ait accès directement à ça. Chaque objet raconte une histoire, mais aussi raconte la douleur de l'après-histoire. Tout à fait, madame. Et puis, non seulement vous avez raison sur ça, mais les œuvres ont aussi cette capacité de nous permettre de réfléchir sur notre futur, de nous pencher sur notre futur. L'idée qu'il ne s'agit plus d'œuvres d'art, mais d'œuvres du patrimoine. Parce que l'idée d'œuvres du patrimoine est très vaste, très large. Je me rappelle quand on avait la rencontre et quand on discutait du concept d'œuvre du patrimoine, les gens disaient que si l'on prenait par exemple l'expédition Dakar-Djibouti, qui est une expédition française dans les années 1930, ils sont allés dans des villages. Dans les traditions africaines, les gens par exemple gardaient des oiseaux de plusieurs siècles et ils les gardaient chez eux parce que ça avait non seulement une valeur religieuse, mais une valeur symbolique. Mais tout cela a été volé et on les a amenés en Europe. L'universitaire nous disait, si nous recevons tous ces éléments-là,
pour nous, universitaires, ça nous permet même de repenser tout le patrimoine génétique des animaux, des oiseaux et autres de nos pays. Imaginez ce que ça peut apporter, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique. En visitant les musées européens, ce que je déplore, c'est par exemple un masque d'Ogon exposé sur du velours ou sur du satin. C'est ridicule. Mais d'un autre côté, c'est une deuxième manière de coloniser l'œuvre, de coloniser l'histoire, de s'en accaparer alors que c'est un bien spolié. Comme vous disiez en début de ce rendez-vous, c'est innommable. Tout à fait, madame. Et vous savez que dans certaines communautés, je pense que c'est au Cameroun, en tout cas, il y a un pays où quand on a commencé à parler de restitution, parce que les œuvres qu'on voulait restituer, c'était des œuvres qui avaient une valeur religieuse. Certains représentants de ces populations sont allés dans ces musées, on dit que ce n'était même plus utile de restituer ces œuvres-là, parce que ces œuvres ont perdu leur valeur symbolique, ont perdu leur valeur religieuse, simplement à cause des conditions dans lesquelles ces œuvres-là étaient exposées. Et certaines communautés ont même dit que les retourner allait créer plus de problèmes que de les garder sur place. Selon les estimations, les musées occidentaux regorgeraient de quelque 90% du patrimoine culturel africain. Il y aurait, rien qu'au Quai Branly, quelques 70 000 objets culturels importés du continent. Je parlais d'œuvres historiques, oui, mais ce sont des œuvres d'art. C'est de l'art. Qui a été réduit par l'Europe, juste pour ne pas dire primitif. Premier par rapport à quoi? Ah oui, mais c'était leur manière de voir. Et encore que, si vous regardez, si vous prenez quelqu'un comme Picasso, tout ce que Picasso a fait et qui fait de lui un des meilleurs peintres européens. Un précurseur du cubisme, inspiré de l'art africain, oui. Exactement. Donc, dire que c'est un art primitif, bon, c'est peut-être primitif pour ceux qui le qualifient comme tel, mais ceux qui en ont fait un meilleur usage ont permis même à l'art européen de progresser. Bien sûr, non seulement de les inspirer sur le plan aussi même littéraire, les surréalistes se sont inspirés, les dadaïstes aussi se sont inspirés de l'art africain. Ah oui, mais ils sont pas seuls. Prenez des philosophes comme Gaston Berger, une bonne partie de leur œuvre dépendait de ce qu'ils ont appris du continent. De ce point de vue-là, ils doivent beaucoup nous remercier pour avoir contribué au progrès de leur société. En guise de remerciement, on attend 2063 pour pouvoir rassembler ces œuvres dans un grand musée. L'œuvre doit vivre là où elle est née, là où elle a été conçue et aussi là où elle a servi. Tout à fait, mais vous savez, madame, vous êtes députée, mais si je vous dis par exemple que la Belgique a accepté de restituer les biens spoliés dans un pays comme la République démocratique du Congo, en disant que ces biens-là seront restitués lorsque la RDC aura construit un musée et que entre le temps où les biens seront gardés en Belgique en attendant la construction de ce musée, que la RDC serait peut-être amenée à payer de l'argent à la Belgique pour lui avoir gardé ses biens. Vous imaginez un voleur, en prenant votre bien, vous lui demandez de restituer votre bien, il dit oui, je vais restituer votre bien, mais à mes conditions. Et ça, c'est plus qu'une insulte. C'est plus qu'une insulte. Donc, pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est voir dans quelle mesure on peut continuer la conversation avec eux pour avoir des discussions approfondies sur la restitution des biens, parce que il faut que vos auditeurs sachent aussi que jusqu'à présent, on n'a pas une idée de combien de biens ont été volés. Si je prends par exemple le British Museum, qui est pratiquement l'institution au Royaume-Uni chargée de garder tous les biens spoliés, le British Museum est incapable aujourd'hui de vous dire le nombre de biens qui ont été volés dans l'Empire colonial britannique. Il y a quand même nécessité d'aller faire ce travail d'identification, de classification, parce que c'est dans ce processus-là qu'on peut savoir où ces biens-là ont été volés. Rappelez-vous aussi qu'on va faire face, c'est le fait que aujourd'hui nous avons des États indépendants. La plupart de ces biens ont été volés dans des territoires qui n'étaient pas des territoires indépendants. Si vous prenez l'Empire du Bénin, à l'époque,
couvrait un territoire qui comprend aujourd'hui la République du Bénin, la République du Nigeria, une partie du Togo et peut-être même une partie du Cameroun. Donc vous voyez qui va recevoir cette biens. Oui, c'était avant le morcellement, la conférence de Berlin. Exactement, toutes ces questions-là qui doivent être réglées. Il n'y a pas très longtemps au Sénégal, les Français avaient fait du bruit autour de la restitution du sabre d'un leader religieux, El Hadj Omar. El Hadj Omar est mort dans les falaises de Bandiagara. Le sabre, il a été pris sur El Hadj Omar sur le territoire malien d'aujourd'hui. Oui. Les falaises de Bandiagara, c'est oui. sur le territoire du Mali. Pour la première civilisation, c'était celle des Télèmes. Ensuite, il y a eu les Dogons. Exactement. Donc, vous voyez que là également, en plus du travail que les Européens devraient faire, nous autres Africains, nous avons aussi notre travail à faire. C'est-à-dire s'entendre sur comment gérer ces biens-là et faire en sorte que ce bien ne soit pas rattaché à un pays. Quelqu'un disait à l'époque qu'il faut éviter de berliniser les œuvres du patrimoine. Et je pense que cette personne avait totalement raison. C'est des biens qui sont communs à toute l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui doit gérer dans sa globalité ces biens-là, de manière à ce que nous puissions, nous tous, puisqu'on parle de panafricanisme, puisqu'on parle d'idées d'un continent uni, d'un continent intégré, que ces biens du patrimoine nous aident à accélérer ce processus d'unification et ce processus d'intégration en faisant en sorte que ces biens-là soient les biens de tous les Africains. Ça également, nous avons un travail important à mener dans ce domaine-là. Ce n'est pas encore fait. Il y a eu des ventes aux enchères, par exemple en 2002, un masque Fang a été vendu aux enchères. Bon, je présume que l'acheteur est un receleur, puisque c'est une œuvre volée, spoliée. Et ça a été vendu 4 200 000 euros, je crois. De ce point de vue-là, madame, il y a beaucoup de choses. Oui. Et je pense qu'il est important aussi, dans ce domaine, de sérier les problèmes. En classifiant ces œuvres d'art-là, on a une idée du travail qui doit encore être fait pour que ces œuvres d'art-là retournent dans nos pays. Et ça, c'est le travail des Africains, bien sûr en collaboration avec les Européens, et peut-être aussi c'est le lieu d'insister sur un aspect, le rôle de notre diaspora. Nos diasporas qui habitent dans ces pays-là, qui doivent aussi faire l'effort de voir dans ces musées-là ce qui appartient à nos communautés et d'essayer de faire un travail de plaidoyer. Il y a un Congolais qui avait même fait du bruit en France. Au Quai Branly, pour le fauteuil. Voilà, exactement. Pour dire ça ne vous appartient pas, ça appartient à ma communauté. Et en faisant ce bruit-là, il a suscité l'intérêt des médias français et depuis lors, le processus a été déclenché pour la restitution de ce bien. Ça également, je pense que nos diasporas doivent aussi jouer un rôle important dans ce cadre-là. Peut-être ouvrir un institut pour former les jeunes. Ce que vous dites là est tellement vrai. Il y a 2 ou 3 choses qu'on devrait faire. Ces œuvres du patrimoine, je pense qu'on devrait commencer à les faire connaître dans nos communautés depuis l'école primaire. Ça rentre dans la conscience de ces jeunes-là, non seulement que l'Afrique a fait des choses merveilleuses, mais qu'une bonne partie de cette histoire-là est encore confisquée et que tout doit être fait pour que on puisse nous restituer notre histoire. Ça, c'est aussi bien à l'école primaire, secondaire et surtout au niveau de l'enseignement supérieur où maintenant on doit aller plus loin en essayant de questionner les lois internationales qui sont à l'œuvre, même au niveau de l'UNESCO. Bon, l'UNESCO est une organisation internationale. L'UNESCO ne peut être que ce que les États veulent qu'elle soit. Il faut travailler sur ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que ce que vous faites aujourd'hui en organisant cette émission, c'est aussi une œuvre extraordinaire parce que les médias de nos pays doivent davantage s'intéresser à ces questions-là. Vraiment, c'est une question de salubrité publique parce que il faut que nos populations aient à l'esprit que la colonisation, ce n'était pas un long fleuve tranquille, ce n'était pas une mission civilisatrice, c'était autre chose. Et en comprenant cela, les populations peuvent elles aussi contribuer à accélérer le processus de restitution pour que nous redécouvrions nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous avons été par le passé et que cela puisse nous aider à nous projeter à l'avenir. Ça, je pense que c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en organisant ces émissions, en ayant des gens formés, nous forçons aussi nos politiques
à agir. Parce que dans beaucoup de cas, les politiques ne sont pas aussi actifs que nous le sommes. Et quand je dis politique, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde, oui. Les partis au pouvoir, Oui. c'est les oppositions politiques, Oui. c'est les organisations de la société civile, parce que c'est pour l'Afrique, c'est pour le continent africain et c'est aussi pour rendre justice à nos aïeuls. Ceux qui ont été violentés, ceux qui ont été tués parce que le blanc voulait leur bien, on doit leur rendre justice. Oui. Et ça, c'est important que nous tous nous participions à cette œuvre-là. Donc, Oui. il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs qui doivent participer à cet effort-là. Et comme vous le faites aujourd'hui, c'est vrai que d'ici 63, vous ne serez pas là, mais votre émission sera toujours là. Votre émission sera le témoignage du travail que vous avez réalisé pour faire bouger les lignes. Ça, c'est important, madame. C'est fondamental. C'est une mobilisation générale, en fait. C'est une Tout à mobilisation. fait. Et certains pays travaillent déjà là-dessus. Il n'y a pas encore beaucoup d'avancées sur le musée panafricain. Bon, la première pierre a été posée. Bon, il faut que l'on trouve les moyens pour le financer. L'Égypte vient d'inaugurer un musée pharaonique. Il y a au Sénégal le musée des civilisations noires. Je vois maintenant que beaucoup d'activités se déroule dans le cadre de ce musée. En Afrique du Sud, par exemple, il y a énormément d'initiatives allant dans ce sens-là. Je pense que si on multiplie ces initiatives dans plusieurs régions de l'Afrique, les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger. Et quand les lignes vont bouger, beaucoup de choses commenceront à être faites. Donc, si on travaille de manière simultanée dans toutes ces régions-là, ça fera bouger les lignes. Et tant qu'on gardera la conversation autour de ces questions, il n'y aura pas d'oubli. Oui. Et il y aura des générations qui vont prendre le relais. Je suis persuadé qu'en Algérie, votre émission va susciter d'autres émissions. Peut-être que de jeunes journalistes vont s'intéresser au dossier et vont continuer le travail que vous êtes en train de mener. Moi, je sais que beaucoup d'initiatives qui sont prises, beaucoup d'actions qui sont menées dans nos pays pour accélérer la restitution. Le fait que cette année ait été déclarée année de la réparation, mais ça a créé beaucoup de débats sur le continent, sur pourquoi restituer, comment restituer, pourquoi réparer et comment la réparation peut être faite. Et je peux même vous dire que dans les Caraïbes et dans les Amériques, cette question de la restitution a suscité beaucoup d'intérêt. Oui. Je sais que pendant l'Assemblée générale des Nations unies du mois de septembre, des pays comme la Colombie, comme le Barbade, ont vraiment élevé la voix. Aujourd'hui, le fait que dans un pays comme la Colombie, la vice-présidente soit une Africaine a beaucoup contribué à l'élévation de ce débat. Ces pays commencent à ouvrir des ambassades en Afrique, simplement parce qu'ils pensent que des ponts doivent être établis avec l'Afrique pour que ce débat sur les réparations soit accéléré. Tout cela montre que c'est important d'avoir ce genre de débat, de discussion, parce que ça élève le débat sur ces questions et ça permet aussi aux générations nouvelles de s'en emparer et de continuer le combat. C'est le combat du panafricanisme date du XVIIe siècle et jusqu'à présent, on continue les combats, les générations continuent. Il y avait Nkrumah, il y avait les Boumedienne et autres. On a eu les Thomas Sankara et autres, de nouvelles générations qui sont en train de naître. Bon, vous avez des intellectuels comme Achille Mbembe, comme Félix Sarr ou bien Suleiman Bachir Diagne. C'est ça qui fait aussi avancer la cause de notre continent. Ibrahima Kane, ça a été un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour un trésor d'Afrique, une restitution. J'ai cette envie d'assister au moins au début. Tout à fait, madame. Mais le plaisir est pour moi, madame, d'avoir participé à cette émission. Merci. De savoir qu'il y a encore des journalistes qui non seulement s'intéressent à ces questions, qui continuent de susciter le débat sur ces questions-là, parce que ce sont des questions tellement importantes pour notre continent qu'on doit continuer à en discuter parce que c'est grâce à ces questions-là qu'on a pu faire avancer les choses. Vous êtes en Algérie, rappelez-vous le rôle que le premier festival panafricain des arts et de la culture a joué pour le continent. Aujourd'hui, on continue d'en parler parce que c'était le moment où pour la première fois, tout ce que le monde avait de culture noire s'était réuni sur le continent africain pour discuter
de comment faire avancer la cause. Et depuis, les lignes ont bougé. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse nous rappeler de ce que ces leaders fondateurs de l'idée de restitution du patrimoine ont fait pour que nous aussi, nous puissions apporter notre contribution à ce combat et laisser aux générations futures certaines idées afin qu'elles puissent continuer de travailler d'arrache-pied pour que, avant 2063, bien sûr, que l'Afrique se voit restituer tous les biens qui ont été volés. Et nous sommes tous impliqués dans cette mission. Je rappelle que vous êtes expert juridique en restitution du patrimoine culturel, mais pas que. Nous reviendrons sur d'autres thèmes. Merci. À très bientôt. Au revoir. C'était un trésor d'Afrique, ou plutôt des trésors d'Afrique, les trésors spoliés par l'Occident, l'ex-colonisateur, mais aussi un trésor d'Afrique, Ibrahima Kane, expert juridique en restitution du patrimoine culturel. Il nous a fait le bonheur et l'honneur d'être parmi nous ce matin. N'oubliez pas que Ifriqiya FM, la voix africaine.